m'appelle Imen Maharzi, j'ai 43 ans. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille alors dans l'univers au sens très large de la finance et de l'investissement. Pourquoi je dis au sens très large? C'est que j'ai également créé 2 entreprises, que j'en ai repris une, que je suis mentor d'entrepreneurs depuis 20 ans, donc vraiment au sens très large. Et avec 2 grands engagements à titre personnel qui sont devenus en fait des enjeux professionnels depuis maintenant presque une dizaine d'années, qui sont la place des femmes dans l'économie. Et donc ça, c'est depuis que j'ai une toute petite vingtaine d'années, au travers d'un engagement associatif et après enfin, je pense comme plein de femmes, hein, à savoir ne pas comprendre pourquoi est-ce que j'étais la seule dans la salle, en gros. Euh, Mis à part la gentille dame qui venait nous servir le café, mais c'était pas du tout caricatural et sans aucune condescendance vis-à-vis de cette personne qui nous servait. Mais en fait, factuellement, j'étais très régulièrement la seule femme dans la salle. Et pour autant, j'avais la voix au chapitre, hein. Et donc, c'est intéressant parce que, alors même que je faisais un métier où il y a très peu de femmes, euh, et encore aujourd'hui, et c'est ça qui est fou, que 20 ans plus tard, en fait, ça se soit encore si peu féminisé. Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où la conjonction entre la façon dont j'ai été élevée, mes convictions personnelles et l'environnement de lequel j'ai travaillé ont fait que non seulement j'avais pas de problème à prendre la parole, mais en plus on me la donnait. Et donc, voyant que, a priori, bah, ça se passait bien, je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule pour laquelle systématiquement ça se passait bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint des associations via l'association de mon école ou bien d'autres associations que j'ai pu croiser qui étaient des réseaux de femmes professionnelles. Bon, et parce que ben, mon champ d'action, c'est l'économie. Euh, Évidemment, ce sont des engagements politiques, mais mon champ d'action, mon champ d'expression, c'est l'économie. Il me semblait que la place des femmes dans l'économie était le champ dans lequel il était important de s'engager. Et le deuxième grand sujet, c'est tout ce qui est autour de l'impact. Donc, impact social et environnemental. Là aussi, beaucoup de choses, d'abord via des associations, et puis au fur et à mesure des années, plutôt en tant qu'investisseur, pour aider à grandir donc des startups et des TPE, mais aussi soutenir des associations qui recherchent de manière intentionnelle un impact social ou environnemental positif fort. Donc on n'est pas dans je donne 1% de mes résultats nets à une association je ne sais où, pas du tout. On est sur le cœur de mon activité, résout un problème social ou environnemental grave et urgent en priorité. Et donc, plus mon business ou plus mon association grandit, plus ce problème social et environnemental est résolu. Voilà, moi, ce qui m'intéresse comme type d'activité. Voilà pour me présenter. Et puis, bien sûr, fondatrice d'On Your Cash, mais on y reviendra. Je pense que c'est une question qui est essentielle parce que la réponse n'est pas évidente. Et que si elle était évidente, on l'aurait déjà réglée. Si c'était juste de mettre plus de femmes, ou si c'était juste de mettre plus de subventions, ou si c'était juste de dire aux femmes, mesdames, osez, qui est une injonction qui me dérange avec une force que vous n'imaginez pas. Les femmes osent toute la journée, d'accord? Elles n'ont pas à démontrer ou à donner, à rendre des comptes à qui que ce soit du niveau d'audace qu'elles manifestent, parce que personne, et pas même les autres femmes, ne sont dans leurs chaussures, ne savent quels sont les combats qu'elles sont en train de mener, quelle a été la nuit qu'elles viennent de passer, quels sont les défis qu'elles ont à relever, quelles sont les angoisses qu'elles ont. Elles ne savent, les autres personnes ne savent pas. Et elles osent toute la journée. Okay, et donc, pour revenir à la question de l'accès au financement, il y a plusieurs choses. La première, c'est que le premier critère à regarder, le premier paramètre, si vous voulez, c'est il y a des freins qui sont des freins structurels, okay, des freins oui, structurels, et je vais y revenir, et puis des freins qui sont au niveau individuel. Si je commence par les freins d'ordre individuel,
Et c'était le sens de votre question, à savoir qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui fait que dans le regard d'investisseurs hommes, sachant que le regard négatif posé sur des projets féminins et aussi le fait d'investisseurs femmes, hein, il n'y a pas que des hommes qui sont porteurs de biais misogynes. Hein, et heureusement qu'il y a des hommes qui sont fortement féministes. Donc bref, tout ceci est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Euh, Au niveau individuel, il y a deux niveaux à nouveau. Il y a ce qui est lié au projet lui-même et à la porteuse de projet, et ce qui est lié à, de l'autre côté, aux financeurs, hein, individu, pas le système, pas la société qui l'emploie. Okay, donc l'individu, la personne physique, et il y a la relation entre les deux. La façon dont tant de femmes entrepreneurs expriment leur ambition est un truc qui est très compliqué à comprendre lorsque on ne s'est pas posé dessus 2 minutes. À savoir que lorsque vous n'avez jamais entrepris, que vous arrivez dans un secteur d'activité où vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, ce qui est quand même le cas de beaucoup de start-upers et de jeunes entrepreneurs. Hein. Mais quand ils sont jeunes, bah, au fait, on va vous dire à vous, madame ou mademoiselle entrepreneur qui entreprenez dans un secteur que vous pensez révolutionner ou une nouvelle secteur d'activité, on va vous dire mais vous n'y pensez pas. Mais c'est beaucoup trop risqué. Oh là là, mais vous êtes sûr? Mais vous êtes sûr? Et qu'est-ce qui me prouve que vous êtes la bonne personne pour porter ce projet-là? Et donc, le type de questions qui leur sont posées, la façon dont elles vont exprimer, elles, de leur côté, leur ambition, à savoir, ben, moi, j'ai envie de faire quelque chose parce que j'ai envie d'être plus libre, j'ai envie d'être plus indépendante, ou alors, ben, cette solution-là qui existe sur le marché ne me convient pas, et donc j'ai envie d'en créer une plus facile, plus accessible, plus douce, plus, que sais-je, plus abordable, plus écologique, plus, peu importe. Parce qu'il y a cette dimension de les femmes n'expriment pas leur ambition de la même manière, parce qu'il ne faudrait surtout pas passer pour ambitieuse, lire arriviste, lire insatiable, lire cupide, l'ambition en termes d'argent, c'est de la cupidité, lire intéressé. Je suis désolée, vous êtes entrepreneur, vous avez décidé de lancer un projet, même un projet associatif, il y a besoin d'argent. Je suis désolée. On ne peut pas tout faire avec du bénévolat. Quand on veut avoir une ambition avec un impact significatif pour changer la vie des gens ou résoudre à grande échelle, parce que je pense qu'en tant qu'humanité, on a besoin de choses qui commencent à être à grande échelle en termes de philanthropie et de solutions aux enjeux sociaux et environnementaux qu'on a et qui sont dramatiques en ce moment. Et pardon d'être un peu dans l'emphase, mais enfin, c'est quand même grave ce qui est en train de se passer. Et j'espère que les gens prennent conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Et que l'État ne peut pas tout, et que c'est pas grave, et que c'est pas une trahison par rapport au modèle social français que de se dire que l'État ne peut pas tout. C'est pas grave. On fait notre part aussi, et pas uniquement en payant nos impôts. On fait aussi notre part. Et que un entrepreneur ou une entrepreneure sociale qui entreprendrait donc via une association, par exemple, bien sûr qu'elle a besoin d'argent aussi pour recruter, pour communiquer, pour recruter les meilleurs, pour aller plus vite, pour pérenniser son mode de financement et pas uniquement dépendre de subventions qui sont quand même un peu chancelantes en ce moment ou de dons qui sont chancelants aussi parce que les gens ont des circonstances plus difficiles, etc., etc. Donc en fait, cette question d'exprimer les besoins monétaires que son activité nécessite en tant que femme, ça peut passer pour je suis intéressée ou je suis cupide ou je suis arriviste ou je suis je sais pas quoi. Ok? Voilà. Et ça, c'est dans la tête des femmes, dans la tête des hommes vis-à-vis des femmes, dans la tête des femmes vis-à-vis des autres femmes. C'est hyper compliqué. Et donc, quand vous avez des femmes qui assument ça, et il n'y en a pas beaucoup, c'est pas évident parce que ça suppose d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Alors que là aussi, nous sommes éduqués globalement pour être des people pleasers, hein, donc pour faire plaisir. Eh bien, une fois qu'elles ont passé ce cap, comment est reçue leur ambition de l'autre côté de la table? Et là, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes la bonne personne pour porter ça, etc. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que lors des processus de levée de fonds, j'observe que
On va passer du temps sur le profil, sur les diplômes, sur prouver en quoi l'expérience est comme ci, comme ça. Ah, mais vous n'êtes pas diplômé en tech, vous n'êtes pas diplômé d'informatique, vous n'avez pas passé je sais pas combien de temps chez les GAFA ou les GAFAM. Est-ce que vous pouvez vraiment entreprendre dans la tech? Vous n'avez pas suivi un parcours associatif. Est-ce que vous êtes légitime pour entreprendre comme entrepreneur social? Bah, je suis légitime, mais en fait, je me pose pas la question de savoir si je suis légitime ou pas. Enfin, c'est pas le sujet. Ok. Sauf que c'est ça le genre de questions qui sont dans le regard et qui ne sont pas forcément explicites. Hein. Attention. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi précisément parce que quand l'ambition n'est pas assumée, ce qui est quand même souvent le cas, malheureusement. Vous voyez, moi, pendant des années, les femmes qui venaient à moi et qui me disaient: «Ah bah tiens, je suis en train de lever de l'argent, est-ce que vous voudriez investir dans ma boîte?» et cetera. Je leur disais: «OK, vous levez combien?» mais de manière mais tellement classique, elles levaient 200 000 €. C'était une espèce de chiffre magique, je sais pas pourquoi, c'était 200 000 €. Les hommes, c'était généralement beaucoup plus et j'écoutais et puis quand même, ça m'avait l'air très cadré, très sérieux, très et cetera. Bon, OK. Alors je sais pas si, les personnes qui les envoyaient à moi, leur disaient: «Il faut que ce soit très cadré, très sérieux». Je ne sais pas, mais en tout cas, globalement, c'était très maîtrisé. Bon et mais je sentais qu'il y avait plus et donc de manière systématique, lorsque je regarde un dossier porté par une femme, je demande toujours: «OK, mais si vous aviez accès à 2 fois plus, 3 fois plus ou 5 fois plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez?» «Ah bah non, c'est beaucoup trop». «Non, non, mais d'accord, mais est-ce qu'on peut se projeter 2 minutes? Vous demandez 200 000. Si vous aviez 1 million, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez?» Et là, il y a une conversation différente qui s'engage. Et là, l'ambition réelle s'exprime. Et c'est peut-être pas 1 million. Peut-être qu'en fait, la personne elle a besoin de 300 000 plus quelque chose d'autre. 300 000 plus un ou une associée en vrai, par exemple. Ok. Et donc, une fois qu'on a dit ça, vous voyez bien que l'ambition, c'est celle qu'on veut bien leur laisser l'espace d'assumer. Et un projet entrepreneurial, lorsqu'il s'agit de le financer, il s'agit de se dire quel est le chemin où j'imagine que cette boîte va pouvoir aller. Et si, dans l'expression du projet, dans l'expression du business plan, dans l'évaluation qui après ça devient des chiffres, enfin c'est pas que des mots ce que je suis en train de raconter, après ça devient des chiffres bien entendu. Ça devient un rythme de progression, ça devient un niveau d'investissement, ça devient des types de profils qu'on va recruter, etc., etc. Si le niveau d'ambition et le niveau de type d'entreprise que vous allez présenter ne correspond pas de l'autre côté, côté business angel ou fonds d'investissement, au type d'entreprise qui, côté investisseur, ils sont payés pour investir, dans lesquels ils sont payés pour investir, à savoir des entreprises qui ont une faible probabilité, mais quand même une probabilité d'aller très haut et très loin. Et donc de faire le rendement du fonds. S'ils ne perçoivent pas ça, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, enfin c'est même pas le propos en fait, ils n'investiront pas dans votre projet. Pour pouvoir le percevoir, alors même que on peut voir pas légitime ou peu légitime, moi j'observe que il s'agit de montrer des faits, des chiffres. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les stats sur les études d'accès au financement, lorsque l'entreprise commence à être suffisamment développée, l'écart homme-femme se réduit en termes d'accès au financement parce que la boîte parle d'elle-même. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est au niveau des premiers 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros que le maximum d'attention doit être porté, c'est-à-dire au niveau des business angels, c'est-à-dire au niveau de l'accès au crowdfunding, c'est-à-dire au niveau de l'accès au financement bancaire, parce que quand même, les entreprises qui ont accès à de l'equity, c'est-à-dire à de l'investissement privé, sont une infime minorité par rapport à l'immense majorité du paysage entrepreneurial en France, bien entendu, et dans le monde d'ailleurs. Et que, en fait, c'est globalement de l'investissement, enfin, leur fonds perso, et puis un peu d'investissement bancaire, enfin de prêts bancaires, éventuellement des subventions, et puis voilà, enfin, et puis surtout leurs clients. Surtout leurs clients, leurs clientes. Ne les oublions pas.
Donc, pour finir le raisonnement, heu, le push, vraiment l'essentiel à mon avis de l'attention pour résoudre ce déséquilibre, c'est est-ce qu'elles ont accès au même niveau de chance au début, c'est-à-dire au même fonds, pour pouvoir aller aussi vite qu'attend en termes de rythme d'exécution un investisseur professionnel, à savoir un fonds d'investissement ou pas. C'est sûr que si vous arrivez et que vous avez mis 5 ans pour arriver au même niveau, au même point de développement que quelqu'un qui aura mis 6 mois, et que vous y êtes allé, vous avez tout donné, vous avez eu un job à côté, vous avez tout fait, il va vous dire: «Ah, vous n'êtes pas assez rapide» et «Ah, vous n'êtes pas assez ambitieuse». Alors que non, vous avez juste fait avec les circonstances. Et que peut-être que si on vous avait donné le droit à l'échec, parce qu'en fait, c'est ça dont on parle, c'est que les femmes, on leur donne pas encore, en tant que société, suffisamment le droit d'échouer. Donc elles ont tellement à perdre que la façon dont elles se projettent dans leur projection financière, parce que encore une fois, la finance n'est qu'une conséquence de la façon dont on se projette d'un point de vue business, hein, c'est que des chiffres sur un tableau, ça veut rien dire. C'est ce qui compte, c'est comment on se projette en tant que chef d'entreprise. Combien d'entrepreneurs qui ont pourtant entrepreneurs, eux, qui ont pourtant des salariés, vous disent: «Moi, je suis entrepreneur». Attends, tu as 20 salariés, tu es chef d'entreprise. Et donc, si on leur donnait ce droit à l'échec, parce qu'elles savent que ça va être plus compliqué pour elles et qu'on va moins leur laisser passer de chance. Vous connaissez ça par cœur dans le monde du travail en général. Les femmes, pourquoi elles sont perfectionnistes? Pourquoi est-ce qu'elles sont dans le contrôle? Pourquoi est-ce qu'elles sont tout ça? Parce qu'on est jugé en permanence. Et a fortiori dans les métiers, dans les secteurs plus masculins. Ou pas plus masculins par nature, mais parce qu'il y a plus d'hommes autour de soi, tout simplement. Et donc, je finis mon raisonnement. Deuxième niveau structurel. Structurellement, il y a plein de choses à faire, bien sûr, mais clairement, les secteurs dans lesquels investissent beaucoup, dans lesquels entreprennent beaucoup les femmes, sont des secteurs qui ne sont pas très bien compris par, en termes de potentiel, si vous voulez, par les institutions de type bancaire ou fonds d'investissement, parce que il n'y a pas encore eu forcément beaucoup de success stories qui peuvent leur donner envie de se dire: «Ah bah tiens, ça pourrait être la prochaine je ne sais quoi». OK? Hem et donc c'est sûr que, démontrer par une étude de marché, un besoin de marché qui n'a jamais été servi, si c'est sur un truc hyper technologique, ça peut faire rêver quelques personnes. Si c'est sur un truc qui est, hyper spécifique à des besoins féminins, on peut vous dire: «Ah mais c'est un truc de bonne femme pour des bonnes femmes». Non, c'est un business qui n'existe pas et pour lesquels il y a des femmes qui essaient de dépenser beaucoup d'argent, mais qui n'y arrivent pas et qui aimeraient bien qu'on s'occupe d'elles et qu'on leur fournisse un super produit et qui seraient ravies de payer beaucoup d'argent pour ça. S'il vous plaît, merci beaucoup. OK? Je cite souvent l'exemple de la femtech, c'est-à-dire de tous ces produits et ces services qui utilisent la technologie au service de besoins spécifiques pour les femmes, qui pour l'instant sont beaucoup autour de la fertilité, mais il y a plein d'autres choses, plein d'autres choses. Et ça, par exemple, les besoins autour des nombreux besoins autour de la santé et du bien-être des femmes ménopausées ou en cours de ménopause. Attendez, ce truc-là, comment dire? Et là, si vous allez voir un banquier, sauf à ce que sa femme soit en train de vivre une ménopause un peu difficile et qu'elle lui en parle, bah, peut-être qu'il se dira que c'est un tout petit marché. Alors en fait non, c'est un marché qui existe peu et c'est pas du tout la même chose. Et donc la façon dont on regarde ces projets, elle est aussi, liée à la compréhension, des tendances de fond, des tendances sous-jacentes de la société et qui sont parce que beaucoup de femmes entreprennent parce qu'elles se rendent compte qu'il y a un truc qui ne leur convient pas dans leur quotidien. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup ça. Ça n'existe pas, ça ne va pas, elles ont passé beaucoup de temps à et cetera. Eh bien, c'est visiblement moins pris au sérieux et donc on se dit: «Ah bah, c'est un truc de mumpreneur» hein, ou je ne sais quoi. Ce qui est un mot mais tellement péjoratif, tellement péjoratif. On parle pas de dadpreneur, hein, on parle pas de papapreneur et de mampreneur. On parle d'entrepreneur pour un homme même s'il est un père, enfin c'est pas le sujet, me semble-t-il.
qu'est-ce qui devrait changer dans le traitement médiatique? Je ne suis pas une spécialiste des médias, donc je vais parler comme une, personne influencée par les médias, hein, comme réceptrice des médias. Heu je pense que, il y a plein de trucs à dire. La première des choses, il y a plein de trucs à dire. La première des choses que je verrais, c'est, je pense de sortir de la volonté, de raconter, de belles histoires. Et qu'à force de vouloir raconter de belles histoires et ben, en fait, ça devienne des histoires fausses. Et que de histoires supposément belles parce que bon, il faut que ça fasse bien, à histoires fausses, à histoires qui vont exactement à l'opposé de l'objectif, à savoir donner envie à d'autres femmes d'avoir un regard plus positif sur, leurs camarades ou, donner envie à des hommes de considérer que oui, il y a des femmes super, dans le business ou dans l'entrepreneuriat. En fait, on se retrouve à, finalement, rattrapé par, le piège du storytelling. Je pense que, minimiser les difficultés et minimiser aussi les aides qui ont été reçues de certaines femmes, soit par leur milieu familial, minimiser la dimension sociale, au sens socio-économique ou socio-culturel. Il est évident que, je vous le disais, tout à l'heure, je suis algérienne et française, mais je suis diplômée d'une belle école de commerce. OK? Donc si vous ne lisez que je suis diplômée, d'une belle école de commerce sans et que je ne vous donne pas mon nom, mon prénom ou que je prends un pseudo ou que peut je sais pas quoi, vous passez à côté d'une partie de mon histoire. Et donc vous direz: «Ah ben, pourquoi elle nous a caché ça?» De l'autre côté, si je vous disais que, uniquement, bah, je suis algérienne et française, je suis née là-bas, j'ai grandi ici, donc vous allez vous mettre dans la tête une certaine histoire, Renaud Flain et je ne sais quoi, alors que pas du tout, pas du tout. Mes parents ont choisi de venir en France. Mon père est ingénieur agronome. Enfin, il a bossé pour une boîte américaine. Enfin, c'était des expats, mes parents. Donc, voilà. Donc, du coup, mon capital culturel n'est pas celui que vous vous êtes mis en tête. Et du coup, vous pourriez m'attribuer, si vous vouliez faire une histoire sur un certain parcours, vous pourriez m'attribuer un mérite que je n'ai pas, ou au contraire, minimiser l'influence, si je devais nier le fait que je suis algérienne, hein, juste vous dire ah bah non, moi ça fait 3 générations qu'on est en France, whatever, ou minimiser tout un tas de choses que quand même j'ai dû traverser, alors qu'elles sont bel et bien là. Donc vous voyez, je trouve qu'à force de vouloir raconter des histoires rapides, compréhensibles en 2 minutes et avec deux, trois buzzwords, on passe à côté de l'épaisseur de tout ce qui fait qu'un parcours, soit un parcours entrepreneurial, soit un parcours d'une femme ou d'un homme, dirigeant ou dirigeante d'entreprise ou exécutive, etc., bah, se fait grâce, bien sûr, à sa valeur personnelle, à son travail, à son mérite, bien sûr, mais quand même, il y a aussi des paramètres socio-économiques. Et enfin, je j'en profite, pour, quand même, rappeler que, j'ai grandi avec, cette idée, fondamentale, de l'ascenseur social, de l'égalité des chances, et cetera. Bon, mais j'avais pas lu Bourdieu, quoi. Et puis, ma board member, le docteur, Nassima Ourahmoune, qui est une femme que j'admire profondément, qui est, incroyable, qui est chercheuse en sciences sociales, justement sur ces questions de genre et d'ethnicité, qui fait partie d'un courant de recherche autour des études de genre et des études culturelles. Bon, elle m'a fait découvrir Bourdieu et Foucault. Il manquait quand même deux, trois bricoles à mon bagage intellectuel. J'avais lu Beauvoir, mais j'avais pas lu le reste, donc je passais complètement à côté. Mais c'est gênant quand même. Et donc, pour continuer de répondre à votre question, parce que je ne dérive pas du tout, hein, je suis vraiment dans le sujet, euh, euh,
la responsabilité des médias, me semble-t-il, par rapport à la façon dont ils dépeignent le parcours des femmes et le parcours des hommes, c'est à force de vouloir faire de belles histoires, de finalement ne plus les rendre inspirantes, mais les rendre tellement fausses que finalement, elles nient en partie le réel. Et ça, je trouve que c'est un problème. Deuxième paramètre qui me semble aussi important, c'est que elles en deviennent tétanisantes pour les femmes, les autres femmes. Pourquoi? Parce que vous dites, je sais pas, cette personne a 45 ans, a 50 ans, elle en est là, c'est incroyable, oh là là. Et donc vous lisez avec vous lisez que avec les une ou deux couches de lecture qui vous sont fournies, pas avec la totalité de la complexité, hein, juste avec les une ou deux couches. Oh, mais oh là là, mais moi j'adorerais, mais je serais tellement pas capable. Et puis vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, et puis vous voyez quelqu'un qui en a 50 et qui vous dit pas que elle a eu le frère de son père, enfin je sais pas quoi, le meilleur ami de son père qui l'a aidé pour faire je ne sais quoi. Et elle vous dit pas que, mais c'est pas qu'elle elle le cache, c'est qu'on lui a pas posé la question. Et puis en plus, quand c'est tellement évident, quand le réseau et le capital social sont des choses qu'on vous a apprises de manière tout à fait, oui, naturelle, mais vous ne le voyez plus que c'est un capital extraordinaire. Et donc, vous vous attribuez à vous, et de manière sincère, les mérites, puisque en fait, toutes les personnes dans votre milieu ont accès aux mêmes choses que vous. C'est pas pour rien que les personnes qui viennent de milieux d'entrepreneurs réussissent particulièrement bien, mais parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont passés par 10 000 galères, et donc ils ont un tissu de soutien. Je parle même pas de questions d'aristocratie ou je ne sais quoi, mais ils ont un tissu de soutien et de partage d'expérience et de conseils, etc., qui est extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Vous savez, quand j'étais petite, on allait souvent manger des crêpes à Montparnasse avec ma mère, et, et, et elle me parlait des restaurateurs bretons qui étaient venus de Bretagne. Et ma mère a une culture extraordinaire, même si elle n'a pas grandi ici, elle a une culture française extraordinaire. Et donc elle me racontait ça. Et puis elle m'a raconté les business de restaurants, de restaurateurs auvergnats. Et puis, oui, mais elle m'expliquait les solidarités, elle m'expliquait les soutiens, elle m'expliquait tout ça. Mais comme on vous raconte un roman, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est la prise de conscience du fait qu'on n'est pas, on ne réussit pas tout seul hors sol quand en tout cas quand on reste dans son pays d'origine et dans son milieu d'origine. Hein. Les émigrés, c'est autre chose. C'est autre chose. Autre paramètre que je voulais ajouter, ou autre élément que je voulais ajouter par rapport à la question des médias et pourquoi c'est inhibant, c'est que si les médias continuent à dire, je trouve, que on ne peut être inspiré que par des personnes qui nous ressemblent selon des critères qui nous sont imposés, eh ben, je trouve que c'est, entre guillemets, une privation de la liberté d'être et de toute une dimension d'émancipation qui est fondamentale, me semble-t-il, quand on prétend quand même amener le citoyen ou la citoyenne à grandir dans son humanité et dans sa citoyenneté. Okay, me semble-t-il. Hein, donc, moi, petite et jeune, j'étais hyper inspirée par des hommes. Mais pas parce que c'était des hommes et qu'il n'y avait pas de femmes, mais parce que leur façon d'être m'inspirait. Et ça veut dire quoi m'inspirait? Me donner envie d'être comme eux. Pas m'écraser, pas me dire oh là là, c'est pas pour moi. Et donc, moi, je vois pas pourquoi, dans les histoires qu'on nous donne aujourd'hui à lire, et dans l'histoire que demain on nous donnera à lire, on ne devrait être inspiré que par des personnes qui nous ressemblent selon des catégories de pensée qui ne sont pas celles qu'on a choisies. Donc si on a besoin de se voir représenté par des tiers qui nous ressemblent, bien sûr, mais si on n'en ressent pas le besoin, pourquoi est-ce qu'on ne devrait
s'inspirer que par des gens qui supposément nous ressemblent parce que c'est comme ça qu'il faut penser. Ben non, non, non. Non, non. Perso, je suis pas d'accord et je trouve qu'on passe à côté de ça et là encore, je rends hommage à au docteur Ouramoun parce que il y a quand même des personnes qui essaient de penser et de chercher et d'interroger qu'est-ce qui nous fait être humain, d'accord? Qu'est-ce qui nous fait être qui on est? Et que le prêt-à-penser, personnellement, je m'en méfie profondément. Quand ça semble trop rapide, c'est souvent it's too good to be true. C'est trop beau pour être vrai. Et donc, je m'en méfie. Autre point que je voulais évoquer par rapport à cette question des médias, c'est le caractère nécessairement héroïque ou exceptionnel ou remarquable des figures de femmes qui sont mises en avant. Euh, je ne pense pas que 100% des cadres supérieurs ou cadres dirigeants masculins ou entrepreneurs soient exceptionnels, remarquables, incroyables. Et ils n'ont pas besoin de l'être. Et ça n'est pas ce qu'on leur demande d'être. On leur demande de bien faire leur job quand ce sont des salariés, voilà, d'atteindre les objectifs qu'on leur a demandé de fixer, etc. Mais c'est tout. En revanche, et vous noterez à quel point est-ce que à chaque fois qu'on parle d'une femme dirigeante ou cadre supérieur ou exécutive ou entrepreneur, ah, elle est remarquable. Sous-entendu, c'est rare. Sous-entendu, en fait, il faut qu'on la remarque parce que c'est pas la norme. Et donc, pour des femmes qui n'ont pas envie qu'on les remarque, parce qu'en fait, elles ont été élevées dans une forme de pudeur, où on leur a expliqué pour tout un tas de raisons culturelles, religieuses, peu importe, qu'il ne faut pas trop se mettre en avant, ou ça correspond à leur personnalité, etc. Vous voyez bien que le star system dans lequel, côté entrepreneuriat, on peut vouloir, et on est en train de mettre de plus en plus un certain nombre de figures d'entrepreneurs, hommes et femmes d'ailleurs, ou côté exécutive, où il faudrait non seulement avoir son job, gérer sa famille comme on peut, mais en plus être une représentante de toutes les femmes, alors que non, elles l'ont pas demandé, elles veulent juste faire leur truc, et qu'on ne demande pas à tous les hommes d'être des représentants de quoi que ce soit. Ben, je trouve que c'est une charge morale, enfin une charge éthique qui est supplémentaire et qui n'est pas très juste. Et donc, le fait de ne pas vouloir absolument héroïser, rendre, pousser des figures d'héroïnes modernes, des héroïnes des temps modernes, parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas envie d'être des héroïnes. C'est pas leur truc. Et il y a plein d'hommes qui n'ont pas envie d'être des héros, et c'est pas leur truc, et personne ne leur en veut d'ailleurs. Je trouve que, du coup, la mise en lumière, si vous voulez, c'est un peu le syndrome du lampadaire, quoi. Hein. C'est qu'on met la lumière juste sur un certain type de personnes. Je vous parlais tout à l'heure de l'accès au financement en termes d'entrepreneuriat. On met la lumière sur uniquement les entrepreneurs essentiellement dans la tech. Pourquoi? Parce que ce sont celles qui sont les plus visibles. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a des études. Mais c'est epsilon par rapport aux dizaines et aux dizaines et aux dizaines de milliers de boîtes qui trouvent du financement chaque année et qui sont dirigées par des femmes. Et elles, on n'en parle pas. Ou peu. C'est l'INSEE et qui vous dit que effectivement, la probabilité de survie à 3 ans ou à 5 ans, selon que vous avez plus ou moins 5 000 € de capital social, vos chances sont divisées par, je ne sais plus, par 2 ou par 3. Problème, combien de femmes lancent leur entreprise avec très peu de moyens parce qu'elles ont peur de mettre en danger leur famille, qu'elles n'ont pas forcément les moyens, et d'où on y cache aussi, hein, et d'où le fait de leur donner les moyens d'apprendre à gérer leur argent pour que le jour où elles auront envie, peut-être, c'est pas obligé, mais si elles veulent un jour monter un projet professionnel, se payer une reconversion,
ou payer un appartement à leurs enfants quand ils seront grands. Enfin, elles font ce qu'elles veulent, mais pour autant qu'elles puissent exercer leur choix pleinement et entièrement avec l'argent qu'elles auront gagné et qu'elles auront investi pour qu'il soit à leur service à elles et à leur priorité à elles. Et ça, c'est fondamental. Et ça, pour moi, cette condition fondamentale de l'égalité entre hommes et femmes, c'est aussi quel est le pouvoir que nous avons, chacun d'entre nous, sur notre argent et notre avenir d'un point de vue économique, qui conditionne tout le reste. Et donc oui, lorsque vous avez tant de médias qui vont à la chasse à la bonne news ou à la bonne figure qui va faire parler d'elle, et que vous avez des femmes entrepreneurs qui acceptent de jouer le jeu, elles le font aussi parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un gros budget comme, et que donc elles donnent de leur personne, et que donc elles acceptent d'entrer dans ce type de storytelling parce que ça économise sur un budget comme qu'elles n'ont pas. Elles ne l'ont pas. Donc vous voyez le cycle dans lequel on entre et qui du coup bah, peut faire que certaines femmes qui auraient pu monter de très belles entreprises, créatrices d'emplois, pérennes, qui régalent leurs clients, qui sont innovantes, ce que vous voulez, avec un impact social, environnemental, ce qu'elles veulent en fait, eh bien se diront, si c'est ça entreprendre, c'est pas pour moi. Et ça, c'est gênant. Après, les médias ne font pas tout. Et donc, heureusement qu'on a le choix. Je suis avec beaucoup d'intérêt le travail de sa fondatrice, Isabelle Germain, depuis quelques années maintenant, que j'ai connue grâce à Viviane de Beaufort, qui est quand même à la pointe sur justement cette mise en lumière disons respectueuse des choix des femmes entrepreneurs, c'est-à-dire qu'elle les met en lumière si elle le souhaite et puis elle ne va pas les transformer en ce qu'elle ne le souhaite pas. Donc moi je trouve ça tout à fait intéressant et positif. Donc je trouve que le média qui est et le propos des nouvelles news sur le fait de dire bah, il y a d'autres façons de traiter l'information, que finalement la question de l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui touche tous les recoins de la réalité et de la société. Qu'il n'y a pas un domaine où, en fait, ce prisme des rapports hommes-femmes, du genre, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, n'est pas un élément d'analyse. C'est pas le seul, c'est pas l'alpha et l'oméga. J'ai parlé des éléments socioculturels tout à l'heure, mais c'en est un. Et que moi, je ne crois pas au grand soir. Je ne crois pas à demain matin, on va faire la révolution et puis ça va marcher. Mais que l'analyse, disons, elle trace son sillon depuis des années et des années, de manière rigoureuse, etc. Cette analyse-là, ça a probablement contribué, au-delà de titres un peu flash, qui peuvent faire réagir sur le moment, qui peuvent faire s'indigner. Mais est-ce qu'ils font bouger les consciences? Ça, je ne sais pas. Est-ce que le fait de réaliser que pour la énième année, on parle encore d'égalité salariale et de manque d'égalité salariale, d'accord. Mais quand est-ce qu'on parle du fait qu'à salaire égal, si on est payé 20 ans le même salaire que son collègue, qu'on a les mêmes performances, les mêmes résultats et qu'on est payé pendant 20 ans exactement de la même manière, si soit eh ben, on a juste fait et le même niveau d'épargne, si soit on a juste mis son argent bien gentiment dans son compte courant et qu'on n'en a rien fait ou qu'on a mis sur son livret A, et puis que son voisin, son collègue, lui, il a investi, il a fait des placements, sa banque ne s'est pas adressée à lui de la même manière, son assureur lui a pas proposé les mêmes produits, il n'a pas pris, il s'est pas senti en risque de la même manière, il ne s'est pas projeté dans l'avenir de la même manière, il n'a pas uniquement eu un discours de il faut que tu te protèges, il faut que tu te protèges, il faut que tu te protèges. Et ben, au bout de 20 ans, le patrimoine de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. Et donc, la capacité d'agir n'est pas la même. Et donc, la capacité de choix n'est pas la même. Et donc, la capacité aussi de prendre son portefeuille dans sa main et de partir si ça va pas, de prendre ses gosses et partir. Donc, le lien avec toute la prévention autour des violences faites aux femmes, etc., c'est aussi fondamentalement lié à comment est-ce que on parle de sujets qui sont encore tabous, à savoir comment on parle d'argent, comment on partage ces informations-là et comment on considère que l'expression de son ambition, l'expression de son pouvoir, l'expression
de juste, son rapport au monde et ben, peut être très varié quand on est une femme. Très, 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 très varié et que c'est bien et que c'est pas grave et qu'il y a pas besoin de se conformer et qu'on a la chance folle en France, d'avoir quand même, encore un fond fort, de liberté individuelle, très fort. Il y a cet idéal-là, hein. C'est le premier des 3, hein, c'est en liberté, égalité, premier. Hem, bah, je trouve que ce serait dommage qu'un média tel que les Nouvelles News qui, parce que c'est un média qui travaille pour l'émancipation des femmes, qui honore justement cette première valeur fondamentale autour de la liberté, eh bien, ne puisse pas avoir les moyens de ses ambitions. Voilà, donc voilà la raison de mon soutien.